Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine et plusieurs fois par semaine, nous sommes là pour analyser, décortiquer, critiquer les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis ici pour vous présenter NXT 31, NXT 31, NXT Takeover, pardon, j'ai oublié le mot principal, Takeover 31. Nous sommes au Capitol Wrestling Center, on a droit à une belle introduction sur le catch, ce formidable métier qu'est le professional wrestling, ces formidables athlètes que sont les catcheurs d'après Vince McMahon lui-même en 1977. Nous sommes en 2020, Papy en 1977 avait 45 ans. Comment vas-tu, Papy? Ah oui, au moins tout ça. Bonjour à tous, bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, mais ça va parfaitement. C'est la fiesta du slip, c'est un takeover en euro, il y a de la baston, c'est cool. Eh oui, mais il paraît que tu as une info à me donner parce que ce Capitol Wrestling Center, là, en fait, toi qui sais tout, il y aurait une arnaque? Quel Bah est oui, cet parce qu'en endroit? fait, alors ils ont pris alors le nom est en hommage d'une ancienne fédération, alors j'ai plus le nom exactement, Capital Wrestling, qui était de papa ou grand-papa McMahon à l'époque, Eh ben, ça des devait années s'appeler la 50. Capital Wrestling Federation, figure-toi. Peut-être bien, peut-être bien. Et en tout cas, c'est le nouveau nom du PC en fait, du Performance Center qui en fait Ah, était, j'ai pas, j'ai- retapé, regrillagé et qui du coup s'appelle, Capital Wrestling Center désormais. Parce que si je dis pas de bêtises, NXT jusque présent, ils étaient à la Full Sail University là, Ouais. l'université où ils enregistraient et puis tandis que SmackDown Hero est au Performance Center et puis maintenant donc du coup SmackDown Hero sont partis au Thunderdome et NXT maintenant il est dans le Capital Wrestling Center. D'accord, donc tu crois que c'est pas juste pour un soir, ça va vraiment s'appeler tout le temps maintenant Capital Wrestling Center, on dira plus Performance Center? Bah, je sais pas, ouais, vu que c'est un nom en hommage au passé des McMahon, je dirais bien oui et surtout qu'en plus vu les travaux qu'ils ont fait comme avec les écrans, enfin puis toute la Ah nouvelle bah, déco quoi, je ouais, ils ont foutu pense que c'est fait pour rester, hein. une moitié de Thunderdome et puis une moitié de gens qui sont là avec des grillages, c'est un peu ça. Ça donnait une drôle d'ambiance en tout cas, c'était particulier, je sais pas ce que tu en as pensé, mais au moins il y avait un truc de différent quand même dans cette salle. Tout. Ouais et j'ai l'impression qu'ils ont réajusté au fur et à mesure du show ou alors c'est peut-être moi qui m'y habitué, mais j'ai l'impression qu'au début on avait énormément de bruit d'ambiance, fausse on va dire. Ouais. Et qu'au fur et à mesure que le show avançait, ils ont baissé un peu le son pour qu'on entende mieux les mecs à côté. Ou alors du moins c'est comme ça que je l'ai pris moi. Peut-être, bon, en tout cas avec on va dire du vrai public sur place, même si j'imagine que c'est toujours les nouveaux talents hein, qui sont là dans les arènes, c'est les petits gars du Performance Center, enfin du Capital Wrestling Center, donc bon, ils font le job, mais ça m'a fait du bien, moi qui revois pas trop NXT, qui regarde plus que Raw et SmackDown, donc le Thunderdome, ça m'a fait plaisir de voir des gens vrais qui tapaient des mains sur des grilles et tout ça, ça fait un peu de bien. Oui, il y avait des catcheurs, il y avait aussi de la famille, je pense, parce qu'on a vu des enfants, et cetera quand même. Donc Ah, je pense qu'il y avait un peu plus que des simples catcheurs, hein. mais le catch est un spectacle familial, hein, on le dira jamais assez, hein. Tout à fait, comme nos podcasts. Venez tous nous écouter en Voilà, famille. exactement. En famille, autour du feu, puisqu'il fait froid, c'est l'hiver, mais la WWE continue. Donc écoute, je te propose d'attaquer directement par l'opener de ce show. C'est le prestigieux titre d'Amérique du Nord, hein, ce beau continent qui compte trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc là, ce soir, pour ce titre, nous avons le champion Damian Priest qui affronte... Ah, papy, tu l'aimes, hein? Qui Non, affronte Johnny Gargano. Tu ne l'aimes pas? Ah. c'est pas Ah là possible. là, le recordman des takeovers, hein, si ma mémoire est bonne, il en a fait, je crois que c'est le takeover 31, je crois que sur le total, il en a fait 52 à peu près Gargano, hein, parce que il en a fait beaucoup. T'en as fait trop, ça c'est sûr. Alors bon, alors c'est parti donc pour ce match avec évidemment un grand écart de gabarit. Gargano, il est tout petit, mais il va essayer de faire ce qu'il peut. Et faire ce qu'il peut, sa technique en gros, c'est de viser les jambes de Damian Priest. Donc au début du match, il passe un joli move qui va l'avantager en faisant tomber euh, Damian Priest qui était sur l'arrêt du ring, en le faisant tomber le dos sur le sol. Ensuite, il va se projeter en faisant un dive. Il envoie Damian Priest dans les escaliers. Ensuite, il le travaille au sol in-ring, mais le grand Damian Priest, celui qui va vivre pour toujours, se met à se réveiller. Il envoie une série de claques, de kicks. Il écrase Gargano un peu dans tous les coins. Forcément, il le fait voler, hein, puisque l'autre, il fait 28 kilos avec son slip. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, une belle série de kicks et de kicks, de knees. Voilà, ça strike un peu de manière réciproque. Damian Priest est envoyé
Dans le poteau, Johnny Gargano part pour lui faire un dive. Damian Priest l'attrape et le fait tomber le déséquilibre en fait sur l'arrêt du ring pour que Gargano tombe la tête la première dehors. Sur l'arrêt du ring, Damian Priest passe. Alors, moi je connais pas. Voilà, je me dédouane de suite. Je ne suis pas NXT toutes les semaines. Je sais pas ce qu'est les finishers vraiment des gars ou juste les signature moves. Il fait un truc qui s'appelle le Razor Edge. Mais c'est pas son finisher ou alors ça marche pas. En tout cas, near fall. Gargano se réveille. Gargano va ensuite enchaîner une série de coudes, descente du coude, coude sur la nuque, sur son adversaire. Il le défonce un petit peu. Il va même se moquer en imitant la flèche là que tire Damian Priest. Mais en général, ça réussit pas du tout aux catcheurs. D'ailleurs, j'ai envie de le dire s'il y a des catcheurs qui nous écoutent. Arrêtez d'imiter la gestuelle de votre adversaire parce que ça vous fait perdre tout le temps. Donc du coup, Et oui. je spoil un petit peu la fin. Mais du coup, Damian Priest, il fait un gros choc slam à Gargano, ça fera near fall là aussi. Damian Priest part pour faire un suicide dive sur le pauvre Gargano qui est dehors, mais Gargano il attrape deux mecs de la technique, il les met devant lui. Les deux mecs de la technique, voilà, ils se prennent Priest dans la tronche, ça fait très mal. L'arbitre il dit dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il appelle la sécurité quand même, parce que c'est un peu. Enfin, plutôt les secours, plutôt les soins, parce que c'est embêtant que le mec de la caméra soit blessé. Gargano en profite pour placer un low blow et puis ensuite un kick au milieu du ring à Priest, mais Priest va briser le pin et, va même sortir du Gargano escape en attrapant les cordes. Et ensuite, Damian Priest attrape Gargano alors qu'ils sont dans les cordes et il lui fait une espèce de, je sais pas trop comment appeler ça, un DDT mais en tournant, une espèce de vrille et boum, la tête de Gargano, boum, la première sur le sol. Et ça ne pardonne pas. Donc, désolé pour ce compte rendu où je ne connaissais pas toutes les prises, il aurait fallu notre ami Tonton Chris, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Damian Priest a gagné et que Papy est content, n'est-ce pas, Papy? Ah bah oui, bah, alors là, sincèrement, c'est tout ce qu'on attend d'un opener. On voit Gargano qui arrive, Gargano qui se bat, Gargano qui perd. C'est ça la vraie vie d'un opener. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Quand on imite ton adversaire, c'est généralement pas bon signe pour la suite du combat. C'est un peu comme quand tu vas décrocher la mallette Money in the Bank juste avant le pay-per-view. Généralement, ça te retombe Exactement. aussi sec dans la gueule, quoi. Je pense qu'on va se lancer dans un boulot de consulting, on va passer avec des PowerPoint dans les fédés de catch pour leur expliquer deux trois trucs aux mecs. Les erreurs à ne pas faire, les gars. Les erreurs à ne pas faire. Ne grimpez pas à l'échelle la veille des pay-per-view. N'imitez pas votre adversaire. Jamais, jamais, jamais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme taunter un mec qui est par terre. Généralement, ça se finit toujours par se prendre soit un roll-up, soit un RKO. Mais bon, C'est vrai, c'est selon le pas grave. catcheur. Mais bon, voilà, donc ouais, donc, bah, sinon pour revenir au match, il était plutôt sympathique. Bon, comme toujours, je suis pas trop fan de Gargano, mais bon, comme il en prend plein la gueule, moi, ça me va très bien dans ces genres de configuration. Mais en tout cas, d'un point de vue organisation du show, au moins on avait un match dynamique pour commencer la soirée avec pas mal de suspense finalement sur ce qui va conserver ou pas la ceinture, l'ami Priest, parce que l'autre, il a vraiment bien triché comme un sale rat qu'il est. Ah ça. Mais voilà quoi, donc belle victoire de Priest, c'est une bonne nouvelle pour lui. Moi je l'aime bien ce garçon, assez, musculeux, assez puissant là et qui a une belle tronche, belle tronche de catch, j'ai envie de dire. Donc je suis content pour lui. Bravo Damien. Ouais, il a un physique de, comme tu dis, il a un physique de catcheur. Il a un truc qui fait que tu le remarques et tu te souviens de lui, un peu panthère, je trouve, sur le ring, musculeux, mais très élastique aussi, hein. C'est pas vilain. Moi, je l'ai déjà dit, mais pour moi, j'ai l'impression que comment dire, c'est le Baron Corbin 2.0 amélioré. C'est-à-dire qu'il me fait beaucoup penser par son entrée, sa musique, ses flammes, et puis ses longs cheveux un peu gras mouillés là. Il me fait un peu penser au Corbin des tout débuts, avant qu'il devienne chauve et du Corbin à NXT, mais en catchant mieux et en étant plus sympathique. Donc, si jamais il monte dans le main roster, je pense qu'on pourra licencier Baron Corbin. On aura trouvé la version améliorée. À voir si au micro il tient aussi. Parce que Corbin on peut le critiquer, mais il arrive quand même à tenir, le micro et généralement se déclencher les huées auprès de la foule. Il C'est était vrai. pas mal à ce niveau-là et une belle tête à claque. Et c'est vrai que sinon en termes in-ring, c'est incomparable, hein, Priest, Ah c'est bah, un vrai catcheur pour le coup, hein. on s'excuse auprès de tous les fans de Baron Corbin, mais en même temps, c'est un petit peu de votre faute aussi. Mettez-vous du vôtre. Mettez-y du vôtre. Voilà. Voilà, bon ben, voilà. Gargano a perdu. Papy, j'ai une mauvaise nouvelle. On le reverra dans la soirée. Mais je Oh non. préfère te ménager, te prévenir. Avant ça, on va aller fuir la réalité. On va aller plutôt du domaine du rêve.
On va aller rêver en violet. Nous allons retrouver Velvet in Dream qui affronte Kushida, la superstar, enfin l'une des superstars venues du Japon. Kushida qui nous fait son tout premier match en takeover. On l'a vu pas mal ces derniers mois quand même à la WWE, à NXT, notamment en affrontement avec comment s'appelle-t-il déjà? Avec Imperium, c'est ça, hein, le clan de. Il avait croisé le fer contre, je ne sais plus. Il avait affronté Walter, non? Kushida, si ma mémoire est bonne. Ah bon? Alors sincèrement, j'ai peut-être la période où j'ai un peu coupé. Moi, je t'avouerai, Kushida, j'en ai pas vu beaucoup de matchs de lui. Il me semblait, je crois qu'il a passé dans le générique. Alors, je confonds peut-être avec une autre star du Japon. Dans ce cas, désolé si c'est le cas et si ça paraît un peu raciste. Mais voilà, je ne crois pas. Il me semble bien d'avoir vu ça dans le résumé. Donc Si avant sa blessure alors peut-être? Il me semble. Bah, ça commence à dater un peu les trucs avec Walter déjà. Ça fait un moment qu'on l'a Mmh. pas revu. Mais bon, si c'est une erreur de ma part, excusez-moi. Vous me dites ça dans les commentaires. Insultez-moi. Je prends toute la responsabilité. Bref, ce soir, Kushida, il affronte Velvet in Dream et il est tellement vénère que Velvet in Dream a fait son entrée, a fait sa petite parade là dans les coins du ring, un peu à la Randy Orton. Kushida, il débarque, il se met à lui taper sur la gueule. De suite, hein, on prend pas de gants, contrairement à Velvet in Dream qui a des gants que notre ami Tonton a remarqué. Donc, Velvet in Dream prend une chaise à l'extérieur du ring, et puis bon, finalement, tout ça c'est avant que la cloche sonne. Il y a un petit bordel, et puis finalement, bon, l'arbitre réussit à calmer tout le monde. Il sonne la cloche, et on a le début du match. Kushida, lui, il travaille les bras. Il travaille au sol, les bras de Velvet in Dream, il le tord dans tous les sens. Velvet in Dream, lui, sa petite, bah, c'est son gabarit hein, qui va lui faire prendre le dessus. Il envoie un big boot un moment dans la tronche de Kushida. Il va utiliser l'appui pour le turnbuckle pour sauter ensuite sur Kushida à l'extérieur. Il malmène son adversaire japonais dans le coin du ring en le tabassant un peu dans tous les sens. Il en profite pour tracher le public. Il leur dit "Boo me now", donc allez-y, insultez-moi. Tiens, d'ailleurs, il me pique mes catchphrases, c'est ce que je venais de dire juste avant. Et ouais, on a un petit moment d'échange de strike, comme toujours à NXT, là, parce que ça cogne dur. Kushida reprend l'avantage au sol. Il attrape les bras de son adversaire en lui donnant des coups de pied, là, un peu comme fait Daniel Bryan, comme faisait Daniel Bryan quand il était dans son époque un peu heel. Il envoie le bras de Velvet in Dream, l'épaule de Velvet in Dream, dans le poteau du turnbuckle deux fois. Donc le japonais a quand même bien le dessus. Là, il coince la main de Velvet in Dream entre le poteau et l'escalier. Et hop, il lui broie la main aussi. Donc ça fait très très mal à la main pour Velvet in Dream. Heureusement pour lui, pour le catcheur violet, il a un petit sursaut d'orgueil. Il envoie un super kick dans la tronche de Kushida pour se remettre un petit peu. Velvet in Dream contre ensuite une tentative de armbar par un powerbomb, mais alors énorme. Kushida encaisse le powerbomb et ne lâche pas la main de Velvet in Dream, donc c'est reparti pour une série de armbar. Velvet in Dream reprend le dessus, il part sur le turnbuckle, il fait sa descente du coude, donc son Purple Rainmaker, sauf que bah, il a très mal au bras, je vous ai dit. Essayez de suivre un petit peu, il a très mal au bras. Donc du coup, bah, il met 3 heures à tenter le pin, donc forcément ça fait near fall. Et puis, eh ben, je crois qu'on arrive à la fin. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Velvet in Dream remonte pour tenter un autre Purple Rainmaker. Sauf que Kushida le rejoint sur le turnbuckle, le fait tomber en lui faisant une torsion de bras. Et ensuite, bah, continue à lui tordre le bras. Et là, Velvet in Dream, ce coup-ci, il tap out, il abandonne. Et Kushida est tellement vénère qu'il continue de l'attaquer après le match avant de s'en aller. Mais le japonais a gagné son premier match à TakeOver. Et visiblement, ben voilà, il faut pas. Quand tu lui donnes la main, il prend le bras, comme on dit le japonais. Hein. Ah il a tout bouffé là, l'ami Kushida là. Il voulait tout lui, le manger le pauvre bras du Velvet Dream. En plus le finish est sympa parce que alors je sais plus c'est quoi le nom de la prise, mais c'est sur un des signature moves de Velvet Dream en fait que ça se fait. Tu sais, il attrape le bras, Velvet Dream, il le prend sur ses épaules, il lui fait l'espèce de truc où tu sais, il fait rouler comment dire? Tu sais, il fait une rotation, en Mhm. foutant son adversaire au sol, mais là tu lui lâches pas le bras en fait et du coup, bah, Ouais. il finit par abandonner alors que parce que c'est vraiment une teigne quoi. Il lui tient le bras, il lui tient le bras, il veut pas le lâcher. Donc bah, ouais, 1re victoire de Kushida, 1re victoire assez convaincante je trouve, où on a vraiment, appris à connaître son type de catch qui est très focalisé sur, «Je te trappe une partie, je te la tords dans tous les sens possibles et je te fais toutes les soumissions du monde». Et d'ailleurs parce il en a enchaîné plusieurs types différentes après le match encore. Mm. Que dire de plus? Bah, c'était sympathique. Moi j'ai bien aimé ce match-là. Franchement, je regardais du coup, ils ont réussi à accrocher mon regard. Bon, je t'avouerai qu'aussi j'aimais bien le cosplay,
des participants parce qu'on avait le droit à Marty McFly et Dr Emmett Brown en face, donc c'était plutôt sympa à voir et puis voilà quoi, moi j'étais plutôt content de ce match, hein. Et ben, une réussite d'après Papy, moi j'ai bien aimé aussi. C'est vrai qu'il y a eu un fil rouge, cette histoire de torsion de bras qui a porté ses fruits, hein, puisqu'il a gagné le Kushida. Il a fait, tout ce qui était en son pouvoir et c'est vrai que c'était assez sympa de le voir, encaisser des prises, notamment la powerbomb et le reste et puis rester accroché à ce putain de bras là, pas en démordre. Bon, Velvet in Dream, on sait qu'il y a eu des affaires, il y a eu des trucs. J'ai l'impression que la hype est un peu passée, que c'est un pilier maintenant de NXT et qui va servir un peu à ça, à builder les jeunes. Je pense pas qu'il ait de nouvelles grandes chances là pour le titre mondial de NXT ou autre. Ça a l'air d'être plutôt la voix du vétéran et on verra si un jour il sera en call-up ou pas. Je ne sais pas, mais Ouais, après c'est un vétéran de 23 ans, Velvet oui, Dream, donc bien sûr. même s'il passe, il mange un peu son pain noir là quelque temps, si jamais il le garde, je garde espoir qu'il puisse, remonter parce que mine de rien, il fait quand même, de belles choses ce garçon. Ah, il fait des grosses perfs. Après, oui, t'as raison. Je suis peut-être un petit peu définitif. C'est vrai que dans le catch, il y a toute carrière a des hauts et des bas. Et là, il est peut-être un peu dans le creux, mais il faudra qu'il réinvente d'autres choses avec d'autres catcheurs pour qu'on le retrouve en personnage crucial. Là, voilà, il est dans une petite phase où il faut bien aider les copains, les collègues. Et ça marche plutôt bien, hein. C'est un bon seller, j'ai trouvé. Là, il y a des moments où il hurle de douleur. Il était, soit il avait vraiment très mal, soit il était très convaincant. Et peut-être un peu des deux. Ouais, tu vraiment l'impression qu'il se faisait arracher le bras là par un requin, quoi. Oui, oui, oui. Peut-être, hein, c'est Kushida et Tozawa, ils se sont peut-être raconté des trucs de requins, Ah ces derniers. peut-être, peut-être. Tu vois que tu les confonds tous. Ah pardon, oh mince, oh là là. Si, Tozawa, c'est ça. C'est peut-être un Ah je ninja, ouais, plaisante. Kushida. Et bon, écoute, on va essayer de moins confondre. Et pourtant, là, c'est une division que moi, je maîtrise beaucoup moins. Ce sont les cruiserweights. Et eux, ils se ressemblent tous puisqu'ils font tous le même poids. Donc déjà, de base, on sait qu'ils se ressemblent. L'équipe des crevettes. Voilà, on parlait de requins, on reste dans la métaphore marine, on passe chez les crevettes. Donc le titre Cruiserweight 205 de NXT avec le champion, donc Santos Escobar, le Legado del Fantasma, avec toute cette histoire, on nous a rappelé là des luchadors masqués qui se sont démasqués, et son adversaire du soir, alors moi je vais l'appeler Swerve Scott, il y a un mot de... Isaiah Scott. Voilà, Isaiah, je savais pas le dire. Isaiah Swerve Scott. Bon, bref. Et bah c'est lui qui commence à enchaîner, hein, puisqu'il fait une série de, il fait des dives, hop, à l'extérieur du ring, Swanton Bomb, des moonsaults. Enfin, il utilise beaucoup le ring pour sauter à l'extérieur. Le Mexicain prend un peu une volée dans sa tronche dès le début du match. Ensuite, on repart dans le ring et là, c'est plutôt au sol. Scott, je vais dire Scott, hein, qui commence par un peu torsion des épaules, ça se tord un peu dans tous les sens entre les cordes. Le champion reprend le dessus, il fait lui-même un suicide dive à un petit moment donné, parce que voilà, on est un 205, hein, il faut sauter par-dessus les cordes. Et le champion domine tellement qu'il parle à son adversaire, il lui dit que c'est lui le meilleur, c'est le seigneur, c'est l'empereur, je sais pas quoi, de Cruiserweight. Et il fait mine de cracher sur son adversaire, il lui dit, je crois, je vais te cracher dessus, I spit on you. Et au moment où il prend le recul pour cracher dessus, voilà, Scott se réveille, il tient la mâchoire, hop, il lui envoie des uppercuts, close line, et grosse furie du challenger. Il prend Escobar qui était sur le turnbuckle à un moment donné, il lui fait un DDT direct et ça fait simplement 2, near fall. À ce moment-là, les deux copains de Santos Escobar, les deux luchadors arrivent. Ça distrait un petit peu l'arbitre. Pendant ce temps, c'est un peu le bordel au milieu du ring. Alors Escobar tente un pin qui fait near fall. Il tombe le champion, le Mexicain, les fameux coups des parties qui tombent sur la corde. Ça fait toujours très mal pour la virilité d'un homme. Et là, gros move du match, Scott fait un Huracan Rana à Escobar sur ses copains luchadors dehors. Boum, bam, boum, ça tombe dans tous les sens. Grosse baston. Et c'est là qu'arrive, eh bien, quelqu'un que, en tant que semi-suiveur d'NXT, je ne connais pas. Mais Tonton Chris, qui est un grand fan, ne connaît pas non plus. Un petit nouveau qui est un... Alors on va dire que c'est toujours cette gimmick de les confondre tous, qui ressemble beaucoup à Cedric Alexander, mais je ne sais pas qui c'est. Et malheureusement, sur Catch-Up, on ne vérifie pas forcément toutes les infos avant de podcaster. On est comme ça, on est brut de pomme. Donc, dites-vous qu'il y a un mec qui arrive, qui a l'air d'être un copain à Swear Scott. Et il attaque les deux luchadors. Il s'en débarrasse, il fait son petit moment de force. Ce qui, d'ailleurs, ne trouble pas trop Santos Escobar, puisqu'il place son finisher, le Phantom Driver. Et là,
stupeur dans la salle. On nous dit que c'est la première fois qu'un catcheur se relève du finisher de Santos Escobar, near fall. Le champion enchaîne avec les Three Amigos. Il part pour le Frog Splash. Il le rate même complètement son Frog Splash. Du coup, Scott en profite pour le péter le bras. Il éclate le bras contre le ring. Il lui fait un kick. Il lui fait un 450 splash, pardon. Donc voilà, ça enchaîne. Là aussi, c'est un near fall. On se calme un petit peu pendant que le public chante des This is awesome. Et puis, alors la fin est un peu bizarre puisqu'on est sur l'extérieur, enfin on est sur toujours l'arête du ring, c'est-à-dire hors des cordes, mais sur le bord du ring. Et Escobar pousse son adversaire qui tombe un peu la tête sur le coin du ring. Et au début du match, Escobar avait un peu bougé la protection dans le coin là sur l'anneau de métal. Donc on comprend que Scott s'est fait mal à un endroit où il aurait pas dû tomber. Et du coup, Santos Escobar place je sais plus trop quoi comme finisher. Je crois pas qu'il replace son finisher, juste une sorte de DDT et il l'emporte. Voilà, le champion mexicain garde sa ceinture. C'est des crevettes, ça virevolte, ça sautille, mais est-ce que ça t'a plu, papy? Et est-ce que t'as compris ce finisher un peu bizarre? Ouais, non, alors moi, j'avais prévenu ton doctrice que je n'étais pas fan du tout de Isaiah Scott. Et malheureusement, ça se confirme. Enfin, c'était limite un peu trop ce match-là. Il y avait du near fall de partout sans que tu saches. Sans que ce soit vraiment. Enfin, je trouve mal dosé leur catch. Surtout Scott, là, donc, en l'occurrence. Ça raconte pas grand-chose finalement, ça raconte tout et n'importe quoi dans tous les sens. Le mec qui arrive, effectivement, on sait pas qui c'est et je veux pas savoir qui c'est. Je crois d'ailleurs qu'il parle au micro après, mais ça m'intéresse pas du tout. Ça saute et puis le finish là, c'est marrant parce qu'à SmackDown, ils ont fait aussi un finish avec un turnbuckle détaché qui pour le coup était pour le coup, j'ai trouvé ça très intelligent la manière de l'amener. C'est-à-dire que, d'une part, ça a été rappelé régulièrement pendant tout le match, ce qui fait que tu as pas besoin que le commentateur t'explique ce qui s'est passé, parce que là, en gros, c'est ce qui s'est passé, le finish. Il a fallu qu'on nous l'explique parce qu'on voit le mec tomber, on comprend pas, quoi. Et d'autre part, Jeff Hardy s'était pris pleine face. C'est que là, bah, il tombe en arrière, tu as l'impression que tu sais pas où il se tape sa tête, je suis même pas sûr qu'il tape sa tête quelque part, mais a priori, il est KO. Donc bon, bah, ouais, bah, c'est pas ça qui me fera plus envie de regarder des matchs d'Isaiah Scott. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bah alors, je vais mettre. Moi, j'ai mon petit bémol, c'est que j'ai pas du tout aimé ce truc à SmackDown. Parce que j'ai trouvé ça très con que pendant tout le match, tout le monde montre le truc. Même Jeff Hardy, à un moment, il a failli le prendre. Et il fait bah, il manque le coussin et qu'il n'y ait pas un putain de technicien pendant un match de 15 minutes pour venir remettre un coussin. Mais bon, à la limite, ce n'était pas le thème de la soirée. Moi, je suis un peu mitigé. Plus positif que toi, quand même, parce que je trouve. Bon, de la qualité à ces mecs qui arrivent à sauter dans tous les sens, à passer par-dessus des troisième cordes comme qui rigolent. Après, voilà, on le sait, c'est les cruiserweights, c'est un peu le spot fest. Et c'est vrai qu'à des moments, c'est plus joli que vraiment crédible dans le fait que ça inflige de la douleur ou pas. Bon, juste, j'ai beaucoup aimé quand même le spot du Huracan Rana là, sur Escobar qui était à califourchon sur la troisième corde et qui tombe sur ses copains. Mais le finisher m'a paru un peu raté, surtout qu'il y avait eu beaucoup de choses. Il y avait eu, voilà, il se relève du finisher d'Escobar qui était, paraît-il, jusqu'à présent létal. Il y a les Three Amigos, il y a tout ça. Et puis bon, ça a terminé un peu, pas tout à fait comme je l'imaginais dans l'intensité dramatique. Mais j'ai plutôt passé un bon moment quand même. Je suis moins sévère que toi sur ça serait Scott. Voilà, Mais adieu à Isaiah Scott. voilà, tout ce que je peux dire, c'est que si tu vas dans le main roster, mec, attends-toi à perdre un ou deux ou trois de tes noms, de tes noms de famille là. Et puis perdre tout court, je pense aussi. Oui, tout. Attends-toi à perdre tout court. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est un nom finalement par rapport à un match? Exactement. Bon, écoute, ce papy, je pense que c'est le moment d'aller vers un petit peu de douceur féminine. Qu'en dis-tu? Ah oui, un petit peu de douceur, mais attends, ça serait pas la femme de quelqu'un, cette Candice LeRae? Ah non, ne dis pas ça, papy. Nous sommes en 2020. Les femmes ne sont pas les femmes de quelqu'un. Elles sont des femmes à elles toutes seules, des chefs d'entreprise. Elles mènent leur vie. Il ne faut plus la voir comme la femme de quelqu'un, mais comme une femme qui mène sa carrière. Tu veux dire qu'elle est mariée avec Johnny Gargano, c'est ça? Ah non, Ah, non, non, pas Johnny Gargano, pas encore. Pas 2 eh, fois dans la même soirée. eh ben, je peux même te dire que c'était l'objectif du couple Gargano d'arriver à la fin de la soirée à la maison avec chacun sa ceinture. Et ben, pour Gargano, c'est raté. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Candice LeRae? Ben, elle affronte donc Yoshirai, la championne féminine. Est-ce qu'elle va réussir? Eh ben, nous allons voir tout ça.
On commence d'abord, le premier gros spot est un moonsault de Yoshirai, la Genius of the Sky comme on nous le dit. Un moonsault prenant appui sur les cordes et qui tombe à l'extérieur du ring. Candice LeRae plus tard va réussir un backstabber sur son adversaire qui est dans le coin du ring. La femme de Gargano donc domine assez longtemps par des kicks et bon voilà une série de coups sur son adversaire, mais elle rate une sorte de senton bomb et du coup Yoshirai se relève et lui marche dessus, boum, et ensuite elle lui place un 619, petit hommage à Rey Mysterio et à toute la famille Mysterio, Cesaro. Lolita, Cesaro, machin. Alors la championne, après le 619, pardon, on place un dropkick et puis un petit tombé, mais ça fait near fall. Candice LeRae, elle, place un moonsault depuis les cordes, ça fait aussi near fall. Yoshirai tente un crossface qui est inversé par Candice LeRae. L'arbitre à ce moment-là fait lâcher les cordes Enfin, essaye de faire lâcher les cordes aux deux femmes qui sont en train de se battre dans les cordes et il prend un coup, mince, il prend un coup dans le ventre ou je sais pas trop. L'arbitre a mal, il est à genoux. Sauf qu'à ce moment-là, Yoshirai elle fait un moonsault sur Candice LeRae qui était couchée, mais Candice LeRae elle lève les genoux, les fameux genoux, donc Yoshirai elle rebondit et elle roule sur l'arbitre. Poum. L'arbitre il était déjà à quatre pattes et Vraiment puis pas de peau. il a vraiment pas de peau et il tombe, il sort du ring. Merde. Du coup, Candice LeRae, elle était un peu dominante là, puisqu'elle avait contré le moonsault. Elle tente une espèce de soumission, elle sait pas trop quoi faire, il n'y a pas d'arbitre. Heureusement, un homme arrive, vêtu d'un formidable t-shirt officiel à rayures. Sauf que cet homme, Papy, tu l'as reconnu de suite. Qui était-il? Hornswoggle. Non. C'est pas Johnny Gargano. Et si, c'était Johnny Gargano, Oh! incroyable. Il était là, et comme par hasard, alors peut-être qu'il n'était pas au courant, mais voilà, on lui demande d'aller arbitrer le match en cours, celui de sa femme, comme par hasard. Sauf que bon, il est quand même pas très doué parce qu'il réussit juste à faire un simplement 2 à sa femme, et il est trop honnête quand même, ce Gargano. Il ose pas aller jusqu'à taper 3 alors que Yoshirai a levé son épaule, ça pour un catcheur, c'est impossible. Bon, l'arbitre, il a pas pris un si gros coup que ça. Donc il remonte quand même, il s'engueule un peu avec Gargano. Gargano lui dit toi, tu sors. Non, toi. Non, c'est toi. C'est moi l'arbitre. Non, c'est moi. C'est moi qui ai le bon t-shirt. Du coup, Gargano, bon, il dit ok, il enlève son t-shirt. Tout ça, c'est une ruse fourbe pour distraire l'arbitre. Candice LeRae, pendant ce temps, elle peut pas faire de low blow hein, puisque c'est chez les femmes. Donc elle va juste se contenter d'essayer de taper un peu la championne avec la ceinture qu'elle est allée voler, que Gargano est allé voler pour elle. Elle tape Yoshirai avec la ceinture de championne féminine. À ce moment-là, l'arbitre se retourne et il fait un tombé parce qu'évidemment, il se dit pas il s'est peut-être passé des trucs dans mon dos, il faudrait que je fasse appel à la VAR. Non, lui, il voit quelqu'un qui rive les épaules au sol, il fait un, 2, mais non, near fall, Yoshirai, elle se relève. Le coup n'était pas assez fort, comme on dit. Du coup, Yoshirai, elle fait un moonsault depuis la troisième corde sur son adversaire. Et là, elle l'emporte. 1, 2, 3. Candice LeRae a perdu. Johnny Gargano peut rentrer à la maison. Papy peut sabrer le champagne. Par contre, Yoshirai, elle n'a pas le temps de pavoiser, puisque dans la seconde où elle remporte sa ceinture, l'écran, parce qu'il y avait un écran, hein, c'était donc une arène avec semi du vrai public, semi un écran style Thunderdome, l'écran nous fait apparaître le visage de Tony Storm, que l'on n'avait pas vu depuis très longtemps à NXT et à NXT UK, je crois elle était hein, à la base. Voilà, Tony Storm nous dit qu'elle arrive. Elle revient, elle dit bravo Yoshirai, mais moi je vais revenir. Sauf que c'est pas fini. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a quelqu'un qui arrive en moto. Et ça faisait quelques jours depuis la semaine dernière que quelqu'un en moto était passé autour de NXT en nous disant que cette personne, elle avait déjà été championne ou champion par équipe. En tout cas, c'était un champion déchu de NXT qui reviendrait. Alors, ça aurait pu être Tony Storm qui continuait d'arriver, mais pas du tout. Encore un retour. Le casque est retiré et on découvre le visage de Ember Moon qu'on n'avait pas vu depuis là aussi très longtemps. Donc Ember Moon est de retour à NXT. Elle avait été une courte période peu fructueuse dans le roster principal de la WWE. Bah ouais, elle fait beaucoup pour Yoshirai, non, mais au moins elle s'est débarrassée de la petite cafarde là. Hein. C'est bien content, papy. Oui, bah, c'est bien content. Alors effectivement, on a eu du chaud et du froid, dans ce match. Alors, comme tu le disais, il y a des réflexes un peu pavloviens, je trouve, de certaines personnes. C'est-à-dire que quand il y a un ref bump, systématiquement, le gentil, il va faire son finisher. C'est bien sûr, il y a ref bump, je vais tenter mon finisher alors que je sais qu'il y a pas d'arbitre pour compter, mais c'est pas grave, je vais le tenter. Ça peut passer.
Et deux, la même chose, quand un arbitre se fait distraire, systématiquement quand il se retourne, hop, je fais le compter le plus vite possible du monde. C'est bah, ouais, et bon, heureusement, ce n'est pas passé. Les Gargano rentrent chez eux bien tristes. C'est bien, ils auront fait le taf. Ils auront donné une victoire à des champions, qui pour l'instant n'ont pas eu beaucoup de challengers parce que Yoshirai, bah, là, elle venait de taper Dakota Kai, je crois, avant et Ouais, peut-être, comment elle s'appelle la galloise là qui s'est encore fait les genoux. Bon, la je galloise les qui s'est. ah si, la jeune! Ah! Bon, c'est pas grave. Nos auditeurs me donneront le nom. Je suis désolé pour cette personne que je viens d'oublier. Et donc au final, on se retrouve, donc voilà, donc elle enchaîne avec Cody Slared. Donc pour moi, c'est pas des super adversaires et donc on nous annonce donc Toni Storm. Alors Toni Storm, moi sur le coup, je l'ai à peine reconnu, donc j'avouerai que c'est pas vraiment quelqu'un qui T'as cru que c'était me Carmela, à vous. voilà, ou Dolph Ziggler. J'hésitais j'hésitais entre les 2, entre Dolph Ziggler et Carmella, mais Leur non, non, mais écoute. en tout cas, c'est pas elle qui m'a fait rêver en me disant: «Oh super Toni Storm». Je me suis dit plutôt: «Oh super, encore une inconnue qui va affronter, Yoshirai». Et puis là, l'autre surprise, derrière avec l'arrivée d'Ember Moon. Alors là, pour le coup, je suis plus hypé là parce que tu vois, autant Toni Storm, Candice LeRae et toutes les autres gonzesses d'avant, toutes les jeunes femmes plutôt d'avant, ça me ça me faisait pas vraiment rêver parce qu'elles ont pas vraiment marqué l'histoire de NXT, je trouve. Autant, Ember Moon, c'est pas la même limonade là. Et Ember Moon, là, commence à taper dans le haut du panier de NXT. Il a eu des sacrées rivalités avec, Asuka, avec Shayna Baszler aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Et donc voilà, donc enfin, je sais pour le coup, c'est une ancienne taulière là de NXT qui y arrive et là, ça me fait envie là. Tu vois là, autant, le Toni Storm, bah, c'était tombé dans un verre d'eau. Autant, Ember bah, voilà, là, ça me fait décrocher la lune cette révélation. Mais il y a Rhea Ripley qui tourne toujours un peu autour, non? Ouais, Ou après Rhea j'ai pas. Ripley, T'es pas fan? non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est vraiment entre 2 eaux là. C'est-à-dire qu'ils Ils ils savent pas savent trop pas, quoi en foutre. elle est trop forte pour pouvoir affronter Yoshirai, donc du coup, ils la font faire des petits matchs par-ci par-là, mais Ouais, ranger le catering et effectivement, tout elle ça. aussi, elle a le niveau. Mhm. Oui, c'est sûr. Bien, ben voilà, hein. Rien de, rien de, rien de plus à dire. Non, non, en tout cas, les Gargano auront refait ma soirée. Eh ben très bien, voilà, ils sont rentrés à la maison, il y avait du gratin froid sûrement à faire réchauffer, et voilà. Et puis Ils sont rentrés broucouille. prochain takeover pour Gargano, hein, de toute façon, ça c'est sûr, hein, et il en fera jusqu'à 67 ans. Mais au moins sur celui-ci, il a c'est Papy qui a gagné les 2 matchs contre les Gargano. Bien joué Papy. Merci, merci à toi. Et à ce moment-là de la soirée, il ne reste plus qu'un match, c'est le main event. Et si vous avez écouté notre épisode sur le dernier SmackDown, vous avez entendu les pronostics. Et vous savez que Papy et Tonton Chris, pour le moment, ils ont quel score? Ils ont tout bon, hein, c'est ça Papy pour le moment. Carton Pour le plein. moment, mais aïe, 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 le main Aïe event. aïe aïe. Main event. Main event pour le titre de NXT. Donc Finn Balor, le Prince, le premier à être champion d'NXT comme ça 2 fois à 5 ans d'écart, affronte la petite perle cachée là de l'Indisputed Era, Kaylee O'Reilly, qu'on nous montre avec des beaux clips sympas de lui qui se tabasse dans des granges et dans des hangars et toute sa vie de catcheur amateur là, voilà, et nous dit qu'il est pourquoi il catch, ben, parce qu'il est né pour ça. Ok, très bien, allez, c'est parti. Et ben envoyez-nous la sauce les mecs. Donc c'est marrant, alors c'est pas du tout les mêmes gabarits, pas du tout. Mais ça m'a fait penser un peu au title shot de Jey Uso. Là, c'est Kaylee O'Reilly. C'est bon, voilà, c'est un champion tag team de NXT. C'est un sbire, c'est un larbin, c'est un personnage secondaire de la Undisputed Era, même s'il a toujours fait preuve de spot et de move assez énormes, notamment dans les fameux Wargames. Mais là, il a son title shot en solo. On commence par Finn Balor qui attrape son adversaire. On tente un peu les clés au cou là au niveau du sol. Kelly O'Reilly prend le dessus, il envoie des séries de coups de genoux, il aime bien faire des descentes du genou sur le dos de son adversaire. Finn Balor va se libérer par un dropkick, et il s'acharne ensuite sur le bras de Kelly O'Reilly au sol. Finn Balor envoie des atémies, Kelly O'Reilly lui répond par des gros strikes, des coups de pied, des kicks. Il envoie même 2 suplexes et un DDT sur le champion, ça fait near fall. Finn Balor va envoyer un grand kick dans la poitrine de son adversaire, et là,
c'est un peu un tournant du match parce que Kelly O'Reilly il s'en remet pas, ça lui fait très mal au foie, a priori, et c'est vrai que ça fait mal le foie, ça peut être une zone sensible. Donc eh ben, il se couche un peu de douleur, alors Finn Balor il en profite, il tabasse un petit peu au sol, il l'attrape, il l'envoie dans les projections dans le coin, il le soumet au sol. Et puis Kelly O'Reilly réussit à placer une suplex par surprise, et ça fait là aussi une near fall. Finn Balor envoie son Sling Blade, il se met dans le coin du ring, il s'élance pour son missile dropkick, mais Kelly O'Reilly réussit à l'éviter et à le mettre au sol. On remarque que Kelly O'Reilly à ce moment-là saigne de la bouche, hein, il s'est fait mal, il y a eu un premier choc. Balor place une prise de finition bien connue des fans de catch, le sharpshooter, mais Kelly O'Reilly va choper les cordes. Là, c'est parti pour l'échange de strike. Finn Balor nous fait un Pele kick. Donc hommage à AJ Styles. Et Kelly O'Reilly part en arrière dans les cordes du ring. Il rebondit et il envoie un lariat. Hommage à Dean Ambrose, évidemment. Vous l'avez tous reconnu. Kelly O'Reilly donc reprend le dessus. Il fait une tentative de... Il fait une souplesse. Il enchaîne avec un armbar au sol. Balor se relève et lui marche dessus pour se libérer. Balor lui aussi place une souplesse. Ça y va dans tous les sens. Et puis il y a plein de near fall que je ne vous fais pas le détail. Balor part pour le coup de coup de grâce évidemment en français, mais Kelly O'Reilly l'empêche de sauter et il va coincer le genou de Balor entre les cordes et il lui fait une descente de la cuisse ensuite sur Finn Balor, une descente de genou pour enchaîner, et au sol il continue à tordre le genou du champion avec un knee bar. Alors, Kelly O'Reilly fait vraiment tout hein, pour soumettre Finn Balor, mais Finn Balor finit par attraper les cordes. On se repose un peu, le public chante des NXT, NXT, parce que mine de rien, on a quand même un gros match. Là, je sais pas le timing, je sais pas si tu avais pris les timings, papy. Non, Non, alors je vais non. essayer de les trouver le temps que tu finisses ton truc, Voilà, mais je n'ai pas les timings. on n'a pas les timings, on va essayer de vous les trouver. Donc, Finn Balor se met à sauter à pieds joints sur Kelly O'Reilly. Il encaisse un German suplex de Kelly O'Reilly, mais il se relève et il lui ressaute dessus à pieds joints. Et puis voilà, tous ces sauts à pieds joints sur l'adversaire finissent par préparer le coup final, le saut à pieds joints depuis le turnbuckle. Dans la citation précise, on appelle ça le coup de grâce. Et Finn Balor l'emporte, mais il a quand même eu face à lui une superbe adversité. Il relève un peu Kelly O'Reilly, il se serre la main. Donc, signe de respect, mais à ce moment-là, un rugbyman arrive dans les travées. Sébastien Chabal porte Adam Cole sur les épaules, sur le dos. Alors, on me dit qu'il s'appelle pas Sébastien Chabal parce qu'en plus il est blond. Il s'appelle François Hollande. Non, il s'appelle Rich Holland, mais c'est un rugbyman. Tu me le confirmes, papy? C'est un ex-rugbyman en tout cas. C'est un ex-rugbyman en tout cas, mais quand on l'est une fois, on l'est toujours un peu le rugby. Les valeurs de l'Ovalis, ça ne se perd jamais. Voilà, Et ça a le cœur. Et du coup, ce mec-là a un Adam Cole complètement en miettes sur les épaules et le balance par terre. Du coup, tout l'Undisputed, pardon, l'attitude era, n'importe quoi. Tout l'Undisputed era arrive et dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Bobby Fish, il y a Roderick Strong. Donc, du coup, on avait un beau match, un beau main event et c'était fini sur une émotion de respect sportivement, mais là, ça casse un peu le truc. Qu'est-ce qui a pu arriver à Adam Cole? Est-ce que Finn Balor est dans le coup? Comment va vivre l'Undisputed Era? Mais on fait souvent ça, hein, à Takeover, on fait souvent des petits cliffhangers, des petites ouvertures sur la suite. Toujours est-il que le match a eu lieu, le match était bon, le match est fini. Et Papy, est-ce que tu fais un 100% prono? Eh bien oui! Oh, Oui, bravo! 100% prono! Oui, pour la première fois Extraordinaire. de ma vie! Première fois de ma vie, j'ai fait un 100% prono et c'est tellement une bonne soirée que j'ai en plus trouvé les durées de match le temps que tu finisses ce magnifique résumé et donc Formidable. ce match-là faisait 28 minutes 30, 28 minutes 30 de coups dans la tronche, d'une violence à faire peur, à faire cacher vos enfants. Ne regardez pas ça les enfants, ça fait très peur. C'est très, très violent comme match. Non Ah mais bah, il saigne franchement, de la bouche. qu'est-ce qu'ils se sont envoyés, ouais, ils ont fini tous les 2 la bouche ensemble parce qu'ils sont, je crois qu'il prend un coup de genou à la fin, Finn Balor là, assez violent. C'était stiff, c'était du strike, c'était très violent, à la limite, alors je vais pas dire trop violent, mais trop strike, j'ai trouvé par moments. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'était du pas du raw underground, tu vois? Des matchs où tu te fous je te fous une droite, tu me refous une droite, je te refous une droite, tu me refous une droite et ça n'arrêtait pas, durant tout le match et finalement j'ai du mal à alors c'est peut-être moi qui suis alors j'avoue, j'ai raté quelques semaines d'NXT donc je suis peut-être pas dans la bonne psychologie du match et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à rentrer dedans à 100. Il avait du mal parfois à saisir un peu où il voulait en venir, hormis se mettre des coups dans la tronche, en fait. Hmm.
la fin du match, et notamment l'arrivée d'Adam Cole complètement défoncé, ça ouvre plein de portes du coup qui va rajouter toute une histoire que j'ai pas jusque-là en disant: «Bah tiens, alors attends, est-ce que le rugbyman il vient des Finn Balor? Ou est-ce qu'il serait pas, copain avec les deux autres, amis, de l'Undisputed Era qui bizarrement avaient l'air vachement étonnants en disant: «Oh mais que s'est-il passé? Oh mais qui a fait ça? Mais est-ce que c'est toi Finn qui a fait ça? Mais c'est pas sympa, hein». Bref, ça m'avait l'air un peu trop surjoué de leur part, donc moi je me méfie toujours des gens, de toute façon, j'ai jamais confiance. Tu verrais une trahison dans l'Undisputed Era? Mais oui, parce que surtout qu'en plus tonton m'a dit que Kyle O'Reilly et Adam Cole avaient tendance à plutôt aller vers le côté lumineux de la force, hein, que les 2 autres étaient vraiment 2 pourritures finies. Donc est-ce qu'il y aurait pas, des sous-plans qui vont se créer? Ça, je ne sais pas. Il faudra suivre NXT pour le savoir. Mais en tout cas, ouais, donc voilà, un match qui était très prenant, mais voilà, moi j'ai eu, tu vois, j'en parlais avec Kuchida et Velveteen Dream où j'avais Ah, t'en as parlé réussi à avec eux? comprendre. Oui, on en a débriefé après le match, Dac. après le pay-per-view, on en a parlé. Je parlais avec eux, en disant, que, bah, j'avais compris la psychologie dans leur match, Ouais. mais Finn Balor et Kyle O'Reilly, j'ai eu un peu plus de mal à accrocher la psychologie, du truc. Je sais pas si parce que quel effet ça t'a fait à toi? Est-ce qu'il y avait vraiment une psychologie? Moi, j'ai vu un match, j'ai eu l'impression de voir surtout un match de Kyle O'Reilly, en fait, même si Finn Balor est un striker, mais c'est l'impression que j'avais de ce mec-là en tag team, c'était un peu, il me faisait un peu comme pouvait faire un peu Seth Rollins, dans le Shield. Tu l'impression que c'est celui qui allait se tuer un peu à chaque match, hein. Rollins, il s'est un peu calmé en vieillissant, il fait toujours des suicide dive ou des trucs, mais dans le Shield, des fois, il sautait dans tous les sens. Je me souviens d'une fois, il passait sous les grilles d'un Hell in a Cell, là, ou je sais plus quoi. Enfin, bref, et là, c'est lui, Kelly O'Reilly à l'Undisputed Era, c'est lui qui a ce corps un peu de balle, de boule de flipper, là, qui rebondit, qui tombe, qui se jette, qui se pète partout. Un peu autodestructeur, et c'était complètement un match sous sa gimmick, je trouve, qui m'a quand même bien plu, hein, 28 minutes de grosses bastons. Après, c'est vrai que bon, c'est un style de match, quoi. C'est pas pareil que. C'est un style de match qui va beaucoup à NXT. D'ailleurs, des séquences de strike, on en a vu pas mal, hein. C'est moins main roster, où dans le main roster, on aime bien que chaque prise ait un nom et que ça soit pas juste un coup de poing, un coup de pied dans la gueule. Mais j'ai bien accroché. Après, j'ai jamais cru non plus, je regarde pas assez NXT peut-être, mais bah, comme Reigns et Uso, quoi. Pour moi, c'était pas possible que Kyle O'Reilly devienne champion NXT. Donc des fois, il n'y a pas de suspense, mais c'est bon quand même. Et après, pour l'intervention finale, là, j'avoue que je saurais pas du tout dire vers quoi on va. Surtout qu'il y avait un mec qui s'appelait Dexter Lumix et qui, a priori, est revenu de blessure, me dit Tonton Chris, et qui était aussi un peu en train de mettre tout l'Undisputed Era dans des coffres de voiture. Donc peut-être que c'est un nouveau copain un futur copain du rugbyman, ça je ne sais pas. J'ai trouvé que. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé l'intervention finale un peu. J'aime bien qu'à la fin d'un takeover, il y ait des mecs qui arrivent. Je me souviens qu'il y avait les débuts de Samoa Joe, c'était à la fin d'un takeover, l'arrivée de l'Undisputed Era aussi, mais souvent c'est choquant, c'est genre un choking moment. Et là, c'était plus bon. euh, je sais pas, ça a raté un peu le ah tiens, il y a un nouveau gars, ils vont lancer une nouvelle feud, mais j'ai pas trouvé que. Bon, Adam Cole, il fermait les yeux, il faisait j'ai très mal, mais il était pas non plus cassé dans tous les sens, il saignait pas, il était pas. Ouais, il Donc va j'ai bel trouvé. œil Bardoir, j'ai l'impression de voir. C'est peut-être, un Peut-être. mauvais reflet. Je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était convaincant, mais bon, ça ne cache pas, enfin, ça ne gâche pas pour moi la qualité de la rencontre, que je Mais trouve quand même. effectivement, les arrivées de ce takeover sont pas énormes, quoi. Hormis donc moi, Ember Moon, où j'étais très content. Les 3 autres, ouais, voilà, ça pourrait être n'importe qui, ça aurait été pareil, quoi. Oui, bah, j'ai l'impression que c'est des no-name, hein. Il en faut, hein, il faut pas. NXT n'est pas là juste pour signer les gros noms du circuit indépendant et nous balancer là tout d'un coup un Bobby Roode ou un Nakamura que tout le monde attendait. Il faut aussi des Ah, nouveaux. Bobby, le Bobby. Ah, voilà, je te fais plaisir. Eh Mais, oui, oui. mais bon, bah on verra ce que ça donnera pour les suivants. En tout cas, on nous a appris une surprise, une nouvelle. Alors, bonne surprise, bonne nouvelle. Je ne sais pas, en tout cas, figurez-vous que la WWE nous a annoncé, au passage, grâce à la gimmick un petit peu
blockbuster et effrayante de Shotzi Blackheart, nous a annoncé le retour bientôt d'une nouvelle soirée pour Halloween. Alors, papy, ben, prépare-toi à te déguiser, à prendre ton plus beau drap de fantôme ou tes belles dents de vampire parce qu'on va avoir le retour de Halloween Havoc le mercredi 28 octobre 2020. Donc avec sûrement plein de matchs, de la baston et puis sûrement. Alors je sais pas si NXT c'est du style à faire des matchs comme à SmackDown avec des bonbons, des déguisements, des citrouilles et tout le monde qui se met ça sur la gueule. En général c'est plutôt les Usos et Santino Marella qui font ça, mais les Usos le New Day pardon. Mais en tout cas on risque d'avoir une ambiance. Si c'est la même ambiance que là avec cette ambiance de cage et de lumière un peu obscure, ça peut être sympa cette soirée je pense, non? Ouais, et puis tu peux peut-être avoir un seul match à thème dans tout le lot, où Oui, tu prends, des mecs des têtes à claques, comme les Gargano, on en parlait. Ils iraient très bien dans cet univers-là, en fait, finalement, être les têtes à sont souvent dans les matchs, quand tu as du décor à casser, tu aimes bien qu'il y ait des têtes à claques pour les faire passer à travers un peu tout, donc en oui, l'occurrence, le couple maléfique est bien placé pour faire ça. tu veux voir Gargano dans une soupe à la citrouille toi? Voilà, ou se prendre, tu sais, une belle tête de citrouille et blam! À travers sa tête. Ah oui, bah ça serait très bien. Ça ferait Voilà. plaisir. Tiens, j'en profite, j'ai récupéré les durées de tous les matchs du coup, si je peux faire un petit aparté Allez. là-dessus. Donc, on a dit donc Finn Balor, Kyle O'Reilly, 28 minutes 30. Le Yoshira et Candice LeRae a fait 16 minutes 43. OK. Le Cruiserweight Santos Escobar, Isaiah Scott, 15 minutes 19. Le Kushida versus Dream Dream, 13 minutes, c'était le plus court match de la soirée. Mmh. Et donc, l'opener, Diamond Priest versus Gargano, 18 minutes 43, donc le deuxième plus grand pour l'opener. Ah oui. D'accord. Bah, merci pour ces infos, c'était intéressant. Merci papy pour la time machine. Mais de rien, c'est un plaisir. Et puis bah, écoute papy, je te laisse le micro puisque c'est le mot de la fin pour ce Takeover 31. Alors je te laisse nous donner ton top, ton flop et ta note. Et si tu es sage, je peux même te laisser donner le top, le flop et la note de Tonton Chris. Ah, bah, dans ce cas-là, je vais commencer par tonton parce que, Ah bah bien sûr, t'as raison. autant commencer par les invités, c'est comme le minimum. Allez, Heu, peuple de ketchup, nous t'écoutons. Écoutons Pablo Catchup. Le flop, c'est le match cruiserweight. Il dit qu'il serait presque à dire qu'il s'en fout, en fait, alors qu'à l'époque, quand il regardait la Lucha Underground et qu'il voyait King Cuerno contre Killshot, bah, ça lui faisait, des drôles d'effets dans le slibard, on va dire. Et Mhm. voilà, et donc par contre son top, bah, du coup, c'est le main event, qui était énorme, main event d'enfoiré, enfin, je vais pas dire tous les gros mots qu'il dit parce qu'il y a des âmes sensibles qui nous écoutent, mais en gros, c'était, ouh là là, c'était vraiment très bien comme main event, de déglingos comme il dit, hein, et donc il dit, «Les bonhommes se sont mis cher comme jamais». Waouh, Comme ça a jamais, tapé, ils ont comme bien tapé, Jaja. oui, il dit: «Ouais, wow, wow», et donc il a mis un 3. Est-ce Très que je bien. fais son petit résumé aussi, ou Oui, tu peux nous dire vite fait l'opinion de oui, tonton, et puis après voilà, j'ai envie de champignon, donc t'entendre toi aussi. voilà, Tiens. donc bah, je vais faire vite fait. Donc en gros, il dit que le takeover, il est moyen plus, que bon, il pense que Velvet Dream est mal barré vu le finish qui s'est tellement fait tabasser qu'il va finir très, très loin du ring. Que les Fists étaient pas mal, mais que pour lui, il y a pas trop de suspense parce que Shira était tellement supérieur à Candice que du coup, aucun doute sur le résultat. Ah bah ça. Ember Moon qui il est content de l'avoir revenir, il se dit du succès, de Tony Storm à voir. Donc voilà, il est comme moi, il est pas convaincu énorme par Tony Storm, hein, on la connaît pas trop encore cette dame-là, hein. Voilà, le main event vraiment très violent, qui a envoyé du lourd entre effectivement, un Irlandais et un, Américano-Irlandais, je pense pour, Kyle O'Reilly vu la tronche. Oui, Et puis voilà, et puis sinon pour, le match d'ouverture, il était content. Il était content parce qu'il adore Damien Priest. Voilà, j'ai fait en gros son avis, et je dis c'est pas que le bien. mal qu'il dit du cruiserweight, parce que moi je vais le dire le mal du cruiserweight, vu que c'est Ah mon flop vas-y. aussi, le cruiserweight. Comme j'ai dit, c'était trop décousu et surtout le finish est vraiment pas beau, quoi. Ils font dans le spectacle pendant le match et pour faire un finish finalement, banal et qu'on a besoin de nous expliquer aux commentaires. Donc ça, moi je déteste qu'on ait besoin de m'expliquer, ce qui se passe à l'écran. J'aime comprendre, j'aime que mon cerveau comprenne de par moi-même. Donc voilà, donc j'ai pas aimé ça, et par contre, comme j'ai compris par moi-même le déguisement de Velveteen Dream, bah, je suis content de lui donner mon top. Pas au Velveteen Dream, pas au déguisement, même si j'adore le Retour à le futur, mais plutôt à ce match-là où j'ai beaucoup aimé en fait l'histoire qui était racontée dedans. J'ai rien contre le main event qui était très bon aussi dans son style, mais pour l'histoire, racontée, moi
plus accroché à l'histoire du Velvet Dream contre Kushida et je suis heureux d'avoir vu la première victoire de Kushida en takeover. Bravo mon garçon, bravo Marty. Tu Et pourrais dire ma j'y note, étais. j'y étais, j'ai vu ça et j'ai mis une note, une note, bah, la même que tonton, 3. Voilà, j'ai rien Et d'autre à ben dire. voilà. Eh bien écoute, je vais passer à mon mot de la fin et ça va un peu se ressembler. Moi, je vais mettre mon flop aussi. Bon, je vais le cibler. Je vais le donner au finish du Cruiserweight. Pour le reste, je suis moins sévère. Mais c'est vrai que j'ai pas aimé ce finisher bizarrement exécuté, un peu raté. Et surtout, on n'a pas insisté là-dessus, mais moi, j'ai vu SmackDown un peu en décalé. Je l'ai vu la veille. Voilà, j'ai vu quand même 2 fois en 2 jours une histoire de coin du ring à qui on a enlevé le coussin là. Bon, c'était un peu Pas très malin. pas très Parlez-vous malin. les gars. Alors, alors c'est ça. Soit il y a un mec qui a dit c'est une super idée, on va le faire 2 fois, et ça serait très con. Soit il y a deux mecs qui ont eu 2 idées différentes, mais ils se sont pas parlé, ce qui serait un peu couillon aussi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le mec a dû voir SmackDown, il avait eu son idée à NXT, il a dit bon merde, ils l'ont fait. Bah, oh, bah, il n'y a pas de raison, on va se le garder quand même. Et moi, je vais faire comme Papy, je vais mettre le top au main event que j'ai beaucoup aimé, effectivement. Kaylee O'Reilly, américano-irlandais très certainement. Il a une bonne gueule à... Lui, il a une gueule de film, hein, je trouve. Il pourrait jouer là dans un Tarantino ou Scorsese, là, un petit porte-flingue là parmi les méchants, un petit Ouais, mafieux, voilà, mais une gueule ouais, d'homme de main, ouais. une gueule d'homme de main là, celui qui un peu pas trop mis en avant, un peu traître, mais voilà, celui qui envoie de la rafale de mitraillettes. Et, eh bien, écoute, pour être dans une harmonie parfaite, nous allons être 3-3, match nul, balle au centre. Je vais mettre 3 aussi à ce takeover qui n'a pas été le plus extraordinaire. Je dirais qu'on est dans une période un peu de creux, dans le sens où bah, NXT, ça va, ça vient. Là, il y a peut-être un peu de star power en moins. C'est vrai que c'est plus. Bah, je trouve que plus de Keith Lee, ça fait quelque chose déjà. Ça fait quand même un trou qui est difficile à combler. Pas de Adam Cole ni Roderick Strong sur le ring, qui sont quand même aussi deux extraordinaires catcheurs. Ça fait un peu bizarre. On a eu des bons matchs, hein. Franchement, bon, rien à dire sur l'opener, sur le match de Kushida ou autre, mais je trouve qu'on sent qu'on assiste à un truc, à des gens qui sont en phase de progression. Et voilà, c'est pas, je sais pas moi, Adam Cole contre ou McIntyre, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir. Ouais, il manquait aussi Rhea Ripley, il manquait Oui, aussi, comment il s'appelle là, l'ex-copain de Gargano. Ah! Ah, le euh, barbu! Heu, eh merde, ben, j'ai plus son nom. Thomas Ciampa, oui, t'as raison Thomas que. Ciampa, bien sûr! Purée, c'est Bah, pas possible d'oublier autant de noms, quoi. oui, et Je suis puis il y vraiment a désolé les gars, le hein. et puis l'ancien champion qui a été cassé, qui s'est fait mal, quoi, le Killian Oui, alors Cross là. voilà, je l'ai pas cité parce que je trouvais plus son nom non plus et lui, je savais que je le trouverais pas. Comme Karrion Kross, bien sûr. Bah oui, non, mais Donc effectivement, il manque. ils ont décapité NXT avec le départ de Keith Lee et la blessure de Karrion Kross dans la foulée. Ouais, Donc, bah, il faut reconstruire, hein, il faut reconstruire des nouvelles têtes. ça fait un trou. Il n'y a pas eu la scène tag team non plus. C'est toujours les Breezango. Fandango. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. C'est Ah. dommage. Là, tu vois, il y aurait eu un petit match de eux, ça m'aurait plu. C'est dommage. Ah ouais, bah alors tiens, c'est bien que tu me fasses penser, parce que je m'étais dit exactement la même chose en regardant la carte. Je m'étais dit, bah moi, s'ils pouvaient virer le Cruiserweight et me foutre Breezango à la place, j'aurais été le plus heureux du monde. Ah bah voilà. Devrait rajouter les 2 points qui manquaient. Bah tant Ah pis. ouais, c'était 5 étoiles, je pense. Ben voilà, papy, on en a fini pour ce takeover. Merci à Tonton qui a pris le temps de nous donner son avis. On le retrouvera bien sûr bientôt. Tonton, il est toujours dans les parages, Tonton Chris. On pense à lui, on pense à tous les copains, on pense à Giscal qui est en phase de digestion du deuil de son amour pour Roman Reigns. Petite C'est dur, pensée. hein. C'est il a du mal, Giscal. Si vous voulez lui envoyer du soutien ou des couches Envoyez-lui de lavables, l'amour. envoyez de l'amour parce qu'il en a bien besoin. Nous, ça va, hein. Roman Reigns, on le vit bien, tout le reste aussi. On va s'atteler à la suite de la semaine. Il reste du Monday Night Raw, il reste du Friday Night SmackDown. Alors La rappelle-moi, draft, papy. Voilà. Alors est-ce que la draft commence à Raw? Elle commence à SmackDown, je crois, hein. elle commence à ce SmackDown-ci. Elle Oui, c'est commence à ça. SmackDown de ce vendredi et le Et, Raw, pas de et le cette Raw semaine, du d'après. coup, c'est la semaine prochaine. Sachant qu'on a déjà la moitié des rosters qui sont passés d'un show à l'autre, parce que l'un est allé faire un Kevin Owens show à Raw, à SmackDown, et l'autre. Enfin bref, c'est déjà un peu le Ouais, il y a le bordel. Brand Invitation, il y a le Wildcard Rule, et puis il y a aussi les tag teams qui vont de ce truc au truc.
Ouais. Collectivement, ça bouge beaucoup quand même, hein. Donc je sais pas trop ce qu'on va voir et on a déjà aussi quand même les 2 plus gros pics de la draft qui ont été faits de SmackDown vers Raw, puisque ça a été officialisé que Mandy Rose et Dana Brooke allaient à Raw. Donc Ah là bah, tu me dis ça comme ça, mais effectivement. ouais, mais non, mais voilà, donc c'est les 2 plus, hot, picks qui ont été faits. Donc je sais pas ce qu'on peut attendre de plus maintenant. On doit pouvoir récolter quelques hot picks en effet de ces demoiselles, mais ça ne nous regarde pas, comme on dit. Ouais, je sais pas ce qui peut nous tomber sur le coin de la gueule maintenant. À moins que par un hasard extraordinaire, Otis soit drafté à Raw ensuite. Ah, si tu veux des hot picks de Otis, ça peut s'arranger. Non, ça va, ça devrait aller. Allez, ben merci tonton pour cette tag team de NXT, hein. Nous, on n'est pas les Brisingos, mais nous, on était là, donc ça fait toujours plaisir. Et je sais que toi aussi, tu portes très bien les pantalons à paillettes. Donc, bah, ce Mais de fut un rien, plaisir. Irem. Ben non, Ah ben non, Raphaël, mais non, moi tu c'est... m'appelles tonton et tu nous confonds à chaque fois, c'est Ah, pas pardon. possible. Oh là là. Mais de rien, mon bon Raphaël, Eh ben oui. je te pardonne cette review il y avait des longs matchs à raconter, donc notamment un main event d'une longueur monstrueuse et donc je te Ah, remercie de nous l'avoir commenté et de m'avoir invité dans cette review. mais ça fait plaisir, Killian Cross. Belle victoire. Et puis voilà. Et puis ben les fans, hein, je vais le redire, mais entre nous, vous le savez, hein, YouTube, iTunes, PodCloud, les podcasts, on télécharge, on écoute dans le bus, dans les transports en commun, dans la voiture. Euh, les bars sont fermés, les restaurants aussi. Ketchup n'est jamais fermé. Ketchup n'a aucune restriction. Ketchup est recommandé par la ministre de la Santé. Emmanuel Macron a récemment déclaré: tant qu'il y aura ketchup, la France restera debout, je crois qu'il a dit ça, quelque chose comme ça. Last Oui, man standing is il a dit ketchup. en anglais, ouais. C'est ça, il me semble bien. Donc ben voilà, hein, on est soutenu par tout le monde. Voilà, nous n'avons pas le Covid, nous sommes testés régulièrement. Nous ne vous transmettrons aucune maladie, que de la joie, que de la bonne humeur. Donc ben, continuez de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé les 1000 abonnés YouTube, on est super contents. Et on exprime cette joie sur le Discord Catchup, sur le Facebook, Instagram et Twitter Catchup CDC. Donc pendant que vous vous ruez sur les réseaux sociaux, nous on va se reposer un petit peu et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao papy, ciao tout le monde et à bientôt sur Catch Up. Salut à tous, salut Raphaël, salut peuple de Catch. Faudra vraiment qu'on l'enregistre. Ouais, parce que là, ça fait mal à la gorge, hein. On va se faire une boîte à tonton, tu sais, comme une boîte à meux, mais quand on la retourne, ça fait peuple de Catch Up.